Alors, monsieur Dedi, vous avez la parole. En bas, au milieu, là, à gauche. Attends, c'est qui? Ah, pardon, Aigle Royal. Pardon. Aigle Royal, vous avez la parole, vous êtes arrivé avant. Euh, Bonjour le panel, bonjour tout le monde, au TEP, au TEP, au TEP. Moi, je suis un jeune Camerounais. Je suis né au Cameroun, grandi au Cameroun, avec les rêves de l'Eldorado, comme on voyait dans la télé, et puis on suivait dans les médias et tout. J'ai voulu me rendre en Europe, passant par le désert, et puis par le Maghreb aussi, on va dire. Moi, j'étais au Cameroun, je n'avais jamais suivi ou entendu le mot racisme. Je ne savais pas c'est quoi le panafricanisme, je ne savais pas c'est quoi un kamite, je ne connaissais rien de tout ça, j'étais très jeune. Mais quand je suis arrivé à la première ville du Maghreb, ou l'Algérie, qui est Tamanrasset, c'est d'où j'ai vraiment compris que la vie n'est pas pareille partout. J'ai passé 12 ans dans le Maghreb, précisément un an en Algérie, un an en Libye, et puis 10 ans au Maroc. Ce que le frère Yamissa disait tout à l'heure, ça c'est vrai. Moi-même, j'ai été victime. J'ai été vendu comme un esclave et tout. Toujours pas des Maghrébins, des Arabes, pas des Noirs. C'était des Arabes même. Ils vous prennent, ils font genre, ils vous demandent, vous voulez du travail. Dès vous dites oui, ils vous présentent à quelqu'un. Vous savez que c'est du travail, mais il est en train de prendre de l'argent sur vos têtes, par derrière. Et là, vous ne savez pas, vous allez travailler un mois, deux, enfin, vous travaillez des mois, 5 mois, 6 mois. Et lorsque vous réclamez votre argent, le patron appelle la police. Et quand la police vient, on vous demande vos papiers. Vous n'avez pas de papiers, la police vous prend. Direction le désert. Le désert où moi j'ai passé 5 jours au désert. Les gars ils nous ont laissés au désert. On a fait 5 jours dans le désert avec une seule bouteille d'eau. On était un groupe de 7 à 8 personnes. Ils nous ont laissés dans le désert avec une bouteille d'eau d'1,5 litre. Nous avons dormi au désert. Et puis, on a fait 5 jours. Pourquoi? Parce que quand on a marché, à un moment, on s'est retrouvé sur un goudron. Et à cette époque-là, ce jour-là, l'Algérie, ils faisaient une fête d'indépendance. Ils ont fait 2 jours de défilé. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas traverser devant eux et tout. C'est pourquoi on était obligé de dormir en plein désert. Et on se couvrait que du sable parce qu'au désert, il y a un secret dans le désert. Quand tu veux dormir au désert, tu dois te couvrir du sable parce qu'il y a toujours les trafiquants qui passent. Chaque nuit, tu entends les coups d'armes, les armes à feu, les gars qui s'échangent des armes, c'est partout. Puis, j'ai été, comme nous a vendu en Libye, entre les mains des Libyens, ils vous amènent parfois, et tu vas voir un Libyen, et puis il y a les hommes riches libyens, ils ont des lions. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas du mensonge. Tu vas voir quand il a le lion, lui, il veut juste se marrer, il veut rire, quoi, il veut s'amuser. Ils vont te prendre un noir esclave, ils vont te mettre dans la cage avec un lion. Peut-être vous êtes dans un chantier à train de travailler, ils libèrent, ils détachent le lion, et les lions viennent commencer à s'amuser avec vous. Et ils filment, hein, et ils rient, les lions, qu'ils vous mordent, ils vous tuent ou quoi, ils sont là, ils rient, ça les amuse et tout et tout. Même les trucs de V, ils ont V des femmes, ils ont V des enfants, les femmes enceintes eux-mêmes. Déjà, les gens devant moi, comme ça, je vois devant moi comment ils sont en train de V des femmes. Tu vois la femme est enceinte, elle pleure même, elle demande pardon, rien. Et quand ils finissent de V la femme, ils partent l'abandonner dans un coin, dans le désert ou je sais pas où. Bon, au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Au Maroc, quand nous on partait à l'attaque, qu'est-ce qu'on appelle l'attaque à la barrière pour entrer en Espagne? Si c'est le jour, quand on nous arrête, la police, ils nous prennent, ils nous ramènent en frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et ça se passe dans les heures, ce n'est pas en journée. On vous porte, on vous transporte dans le bus jusqu'à arriver en frontière, on vous laisse là-bas. Il y a les militaires là, les gardes-côtes là, ils vous surveillent dans les heures, peut-être à 1 heure, 2 heures comme ça. C'est d'où ils vous relâchent parce que l'Algérie et le Maroc, ils ne s'entendent pas en frontière. Et du coup, pour que les Marocains viennent laisser des migrants subsahariens du côté algérien, il faut attendre la nuit. Parce que si c'est pas ça, il peut y avoir coup de feu entre les deux. Et parfois, il y avait même les coups de feu. Ils attendent 1 heure comme ça, à 1 heure de la nuit, on vient vous déposer
en frontière, ils vous montrent l'Algérie, vous demandent que partez comme ça, ayant tout pris sur vous, argent, téléphone, tout truc, et ayant même vous massacrez, ils vous ont tabassé et tout, avec des armes, hein, ils font ça avec des armes. Ils vous frappent avec les calaches, les bouts des calaches là. Ils vous frappent, ils ne veulent même pas savoir où ils vous frappent. Un jour, on nous a arrêtés avec deux femmes, deux sœurs, une congolaise, une sénégalaise. Ça, c'était en 2013. Une congolaise et une sénégalaise. Ils nous ont arrêtés à la frontière de Nador. Parce que là, à Nador, il y a un passage pour aller en Espagne, à l'enclave de Melilla, qui est l'Espagne. Ils nous ont arrêtés là-bas. Ils nous ont ramenés. Ils ont proposé aux femmes, ils ont dit, bon, on va coucher avec vous et vous, on va vous laisser, les hommes, on va les faire partir en Algérie, vous, on va vous laisser au Maroc. Les filles, elles sont venues nous dire ça. Moi, j'ai dit aux filles, non, il ne faut pas accepter ça, hein, c'est pas évident, c'est pas possible. Même si vous le faites, ils vont toujours vous renvoyer en Algérie. Et tout, ça s'est passé, l'heure arrivée, ils nous ont transportés pour nous amener. Ils ont forcé les filles. Je vous dis, mes frères, je ne vous mens pas. Devant nous, les mecs, ils ont sorti leur bazooka et tout, dit aux filles de leur faire les tubes, les conneries, les sucés là. Et les filles, elles voulaient, moi, j'ai dit non, faut pas faire ça et tout. Les gars nous ont chassés, ils sont restés avec les filles, nous sommes partis. Après, arrivé à un niveau, certains frères et moi, nous avons réfléchi que mais c'est pas possible, que nous sommes avec nos sœurs noires. Et puis, les gens nous maltraitent comme ça, et puis on laisse nos sœurs, on s'en va comme ça, c'est pas bon, on ne sait pas ce qu'ils vont faire aux filles derrière et tout, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, j'ai mis la niaque dans le cœur des gars, on s'est levé, on a dit non, on peut pas se passer ainsi. Nous sommes rentrés encore les retours au Maroc. Les gars nous ont braqué les armes, ils ont dit que non, si on ne veut pas nos sœurs, ils vont tirer sur nous tous. On a dit oui, il n'y a pas de problème. Vu ils savaient que parce que les Marocains, les militaires marocains, ils ont peur des militaires algériens, ils ont bien peur. Ils ont constaté que les Algériens n'étaient plus loin, ils nous ont laissés, ils nous ont dit, ok, prenez vos sœurs, partez. Nous, on partait, arrivé à un niveau, on s'est caché, parce qu'on était entre les armes, d'un côté les Algériens qui ont braqué sur nous, un côté les Marocains qui ont braqué aussi sur nous. Du coup, il y avait un champ d'olives, on s'est abrité là-bas, on est resté là 1 heure de temps, on a attendu jusqu'à 3 heures. Sachant que non, tout le monde est déjà parti, on peut sortir de notre cachette. Et je vous rappelle que où on était à presque, je peux dire, 300 km du premier village marocain si on voulait rentrer au Maroc. Et presque 300 km. Et c'est un couloir où il y a des trafiquants d'organes, les trafiquants de pétrole et de tout et consorts. En fait, il y a le trafic qui se passe là-bas et les gars sont armés, ils ont des armes, c'est pas les blagues qui se passent là-bas. Du coup, nous sommes rentrés parce que notre objectif, c'est d'aller en Europe. On ne pouvait pas rentrer en Algérie comme ça. On décide alors de rentrer au Maroc. Quand on a qu'à de rentrer, nous, on savait que tout est fini. Du coup, on voit les phares. Ça, c'était les Marocains qui braquent sur nous. Ils nous disent, ah, vous êtes revenus encore. Je ne vous mens pas. Ils ont commencé à tirer en désordre. On était une masse peut-être de 50 personnes. Moi, je ne sais pas si ce jour-là, quelqu'un est resté là-bas au sol, je ne sais pas. Ils ont commencé à nous chasser. Nous sommes arrivés à un niveau où il y avait les champs d'olives. C'était un coin qui avait beaucoup de champs d'olives. Et là-bas, les gars, ils ont barricadé les champs d'olives avec des fils barbelés. Et du coup, comme les gars sont arrivés, c'était la nuit. Et moi, au fait, je courais avec intelligence. Je cours, je regarde celui qui est devant moi, je vois la direction qu'il prend. S'il parvient à passer, moi aussi, je sais que non, la route est libre, je pars. Si je vois, il calme, je sais que non, là-bas, c'est pas libre, je change de direction. Et c'est comme ça, les gars, c'était sur les fils de barbelés, c'était des fils barbelés, c'était beaucoup, énorme. Et eux aussi, les militaires, ils ne savaient pas qu'il y avait des fils barbelés, ils sont venus, les fils barbelés les a blessés, déchiré leur tenue, mes frères, c'était grave. Alors là, on avait empiré encore la situation, c'était plus grave. Quand ils nous ont arrêtés, ils nous ont mis, et moi, à cette époque, j'avais les rastas sur la tête, c'est ce qui m'a sauvé. Ils nous frappaient que sur la tête avec le bout des armes, les Kalachnikov. Je ne vous mens pas, je vous dis ce que moi j'ai vécu. Ils nous frappaient que la tête. Et quand ils commencent à vous frapper, marchant pour celui qui tente de dire Allahu Akbar ou celui qui tente de dire qu'il est musulman, c'est lui qu'on se concentre alors sur lui pour bien le taper.
Celui qui a dit qu'il est musulman, il se concentre sur toi, il te massacre bien même, et puis il te laisse, puis il reprend les autres. Hey, Oui, pa- parfois on vous massacre comme ça avec des armes pendant peut-être 4 heures de temps, 5 heures de temps, il vous tape seulement moi, comme moi par exemple, sur ma tête, j'ai presque 8 cicatrices. Au Maroc même, à un niveau, on m'a cousu la tête. J'ai été cousu de la tête 3 fois au Maroc. Parce que, et même quand vous entrez en Espagne, et quand la police espagnole vous attrape, s'ils ne veulent pas vous laisser en Espagne, moi j'ai eu la chance d'entrer en Espagne, j'ai fait 24 heures, 48 heures en Espagne, mais on t'attrape, on te renvoie au Maroc. Et quand on t'attrape, la police espagnole t'attrape, ils ne vous frappent pas, ils ne vous font rien, ils vous renvoient, ils vous redonnent entre les mains de la police marocaine, pour que la police marocaine vous refoule en Algérie, soit à n'importe quelle frontière ou en Mauritanie, comme ça. Quand la police marocaine vous prenne, s'ils vous prennent à 3 heures, ils vont vous taper jusqu'à 8 heures du matin. S'ils vous prennent à 1 heure, ils vous tapent, enfin, ils vont vous taper jusqu'à ce que le jour va apparaître. Parce que parfois, quand le jour apparaît, il y a des journalistes sans frontières, les Espagnols, les Suisses, les Français, les journalistes sans frontières qui viennent filmer. Et du coup, pour protéger leur réputation, pour dire, genre, non, ils ne nous frappent pas, quand le jour apparaît, ils arrêtent de frapper les gens parce qu'il y a déjà les caméras, les gens qui filment et tout. Les gens sont blessés. Eux, ils s'en foutent. Ils n'ont rien à cirer. Et parfois par l'eau, nous aussi, parfois, on partait par l'eau. Au Maroc, ça c'est au Maroc, hein, on partait souvent par l'eau. Si vous attrapent sur l'eau, peu importe, même si vous avez des enfants, vous pouvez tomber sur un groupe qui est méchant. La marine marocaine, si vous tombez sur des gars qui sont super cisra, non, vous êtes fini. Ils vont percer, ils percent simplement le zodiaque et vous vous débattez. Chacun va se battre à se sauver. Et quand ils percent le zodiaque, ils restent là, ils filment, ils commencent à rire, ils causent en arabe, ils commencent à rire. Ils vous filment comment vous êtes à train. D'autres, parfois, tu vois la vague d'eau qui est en train de partir avec ton frère. Tu veux le sauver toi-même, ta situation, tu ne peux pas d'abord te sauver toi-même. Mais tu vois comment la vague d'eau est en train d'amener ta soeur avec le bébé à main. La vague d'eau est en train d'amener un bébé, un nourrisson, un bébé à peine qui a peut-être 5 6 mois. Ils sont là, les gars filment, ça les amuse. Pour eux, c'est comme un cinéma, c'est comme un match de football pour eux. C'est simple pour eux, c'est rien. Ils vous filment comme ça, et puis c'est ça, ceux qui ont pu se battre et qui ne se sont pas noyés, et, ils vous prennent, ils mettent dans leur chaloupe là, ils vous amènent, on enregistre, on prend des empreintes, on vous filme et tout et tout. Ils prennent des photos, ils envoient à l'Union européenne les envoie de l'argent. Et c'est comme ça que ça se passait. Ça se passait toujours comme ça. Et quand on vous ramène, on vous envoie encore en frontière. Moi, j'ai fait la frontière de l'Algérie, je ne peux pas compter le nombre de fois étant au Maroc. Et c'est toujours les heures. Ils attendent toujours 3 heures. À 3 heures, tu es dans une forêt où tu ne connais personne, et tu es à peut-être 300 km de la toute première maison. Tu n'as pas d'eau, tu n'as pas à manger, tu n'as rien sur toi. Carrément rien. Et puis, quand tu arrives même si tu... Et là-bas, les Noirs, ils vivaient de quoi? Les Noirs vivaient de la manche. Les Noirs vivent de la manche. Si tu trouves un Marocain, par exemple, ou en Algérie, il te donne un chantier. Il te donne un chantier quand tu commences à travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand il voit que tu... Bon, pour celui qui te paye, surtout au Maroc, celui qui te paye, il voit qu'il un paye combien? 5 euros la journée. Tu travailles dans un chantier 10 heures de temps pour 5 euros. Et quand il voit que tu as déjà amassé l'argent, et 5 euros, c'est l'équivalent de 50 dirhams. Quand il voit que tu as amassé l'argent, tu as travaillé 3 mois, il te dit non, le travail est fini. Tout ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu gardes de l'argent sur toi. Parce qu'ils savent que si tu as de l'argent, ils ont les sœurs et tout, qui aiment les noirs, les renois et tout. Et comme tu as de l'argent, tu peux facilement avoir ces sœurs. Il te dit non, le travail est fini. Tu pars, tu reviens. Quand tu reviens 2 jours après, tu vois le chantier à train de continuer. Ils ont pris une autre personne. Ils ont pris une autre personne pour continuer le travail. Ça, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et moi,
quand je quittais au pays, moi, j'étais un croyant, j'étais un fin croyant. J'étais plein dans la croyance. Mais quand moi, ma vie, je n'ai pas quitté les religions parce qu'on m'a demandé, mais quand je suis arrivé au Maghreb, ma vie que j'ai vécue là-bas, chaque jour, je restais dans un coin, je suis resté dans un coin, 1 mois, 2 mois, rien que pour faire les prières à ce Dieu-là. Mais ce Dieu-là ne répondait jamais. Je voyais la vie que je vivais, je dormais dans la rue, moi j'ai dormi au Maroc dans la rue pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et je vais vous rappeler un truc, en 2015, la CAN devait se jouer au Maroc. Ils ont refusé de jouer cette CAN parce qu'ils disaient que non, les Africains, ils ont Ebola, ils ont la grippe aviaire, ils ont et tout et tout. Ils ont préféré être censurés par la CAF et ils ont refusé que la CAN ne doit pas se jouer dans ce pays-là en 2015. Et c'est en 2015 là que tout s'est gâté encore, tout est devenu pire au Maroc. C'est devenu pire. Tu passes dans les rues, par exemple, une sœur africaine, elle est habillée soit en jean, ou peut-être en collant, ou peut-être elle a porté une robe, un truc comme ça. Tu vois, il y a des grandes personnes. Hein. Vous voyez, le racisme des Maghrébins, c'est l'éducation, c'est culturel chez eux. C'est culturel. Bon, c'est depuis le bas âge, quand il est encore bébé, on lui apprend que le noir, par rapport à lui, il est zéro, il n'est rien. Ce n'est qu'un animal, un vaurien qui ne Mais moi, peut j'ai une rien. question à te poser. Oui, oui, mon gars. Maintenant, avec toute cette expérience, toi qui es Camerounais, est-ce que les Camerounais ont une vie malheureuse, mon frère? Non, non, je parle par rapport au pays que j'ai fait, parce que moi j'ai fait 15 pays. Par rapport au pays que j'ai fait, le Cameroun c'est bien. Hein. Même si on va dire que tout et tout, le Cameroun c'est pas bien, c'est mieux, en fait, je vais dire. Mais attends, tu sais, je vais te dire un truc. Et toi, tu as un gros boulot à faire par rapport aux Camerounais. Maintenant, tu sais que ton pays est bien parce que tu as vu la réalité chez les autres, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Mais il y a beaucoup de Camerounais là qui n'ont jamais mis les pieds dehors et qui insultent leur pays matin, midi et soir. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Oui, concernant, je vais d'abord dire concernant la situation du Cameroun, moi aussi j'étais contre le système, j'étais comme eux, mais quand je suis arrivé dehors, comme je vous dis, j'ai fait 15 pays. Et parmi les 15 pays, j'ai fait 4 pays arabes. Parmi les 15, comme j'ai fait 15 pays, quand je suis arrivé dans les 15 pays, j'ai compris que vraiment, en vérité, le Cameroun est mieux que beaucoup de pays. Et ce que je vais dire à beaucoup de mes frères, c'est que juste le Cameroun, il faut juste se concentrer, être beaucoup sage, ne pas tomber dans le piège des colons, des religieux et tout et tout. Beaucoup réfléchir, ouvrir le cerveau parce que sincèrement, je le dis, hein, vrai, j'ai fait 15 pays et le Cameroun est mieux hein, parce qu'au Cameroun, en vérité, on est libre. Hein. En vérité, au Cameroun, on est libre. Moi, j'ai fait des pays où pour acheter une bière, même en Afrique noire, j'ai fait des pays. À l'époque, quand le Niger n'était pas encore le Niger d'aujourd'hui, j'ai fait le Niger. Pour acheter une bière, même si tu es étranger, il te fallait une audience ou pour je sais pas quoi. Moi, j'ai fait le Niger, j'ai fait le Mali. À l'époque, là, je parle des trucs de 2011-2012. Le Nigeria. Oui, j'écoute une question encore. Non, 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 mais c'est important de... Parce que souvent, le problème, c'est que on se laisse manipuler par les télévisions, par les séries télé, par la propagande occidentale. On a l'impression que les blancs, c'est bien, que les noirs, c'est mauvais, que ceci. Mais quand tu arrives chez eux, bah, tu te rends compte en fait que un Algérien ne vit pas aussi bien qu'un Camerounais. Non, même pas. Au- Même pas. Aucun Ça, c'est pays vrai. du Maghreb. Ils ont une vie misérable. Misérable. Même pas. C'est pourquoi, même sur TikTok, quand je vois, quand je vois certains Maghrébins qui disent que chez vous, vous êtes comme ça, je vais vous dire, mes frères, au Maghreb, est-ce que vous savez que la Manche, beaucoup de Marocains vivent de la Manche, beaucoup de Maghrébins, au fait, en général, que ce soit l'Algérie, la Libye, tout ça là, ils vivent de la Manche. Chez eux, la Manche est légalisée, c'est normal. Les gars, chez nous en Afrique, nous sommes bien, surtout au Cameroun, nous sommes 1000 fois mieux, nous vivons 1000 fois mieux que tous ces pays au Maghreb. C'est que les gens se basent sur les infrastructures et tout, mais ils ne savent pas la réalité des choses. Au Maroc, par exemple, les gars vivent du lait et du pain. Du lait et du pain. Les gars partent se mettre dans les rues
pour faire la manche, je dis des Marocains et même pas seulement nous les Noirs, pour faire la manche pour du lait et du pain. Le lait et le pain. Ça, c'est quelque chose qu'au Cameroun, tu n'as pas un problème du lait et du pain, sauf si tu es un gros paresseux. Sauf si tu es un gros paresseux. Et par la suite, je vous disais, moi, comme il y a Sima, je ne sais pas, celui qui était tout à l'heure, moi aussi, j'étais rentré aussi au Cameroun en 2021, toujours par rapatriement. Je suis allé signer parce que j'avais fait une crise. J'avais fait une crise de 1 an où j'ai passé 1 an sans me doucher, sans verser l'eau sur moi. Je dormais dans un cimetière. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je n'étais pas devenu fou, mais je peux dire j'avais flippé, quoi. J'avais perdu la mémoire. Les gars, j'ai connu un Français, un jeune Français. C'est lui qui m'a pris et tout et tout. Il m'a mené à l'hosto, il m'a mené à l'hôpital et puis c'est lui qui m'a conseillé que non, à ces situations-ci, tu as trop duré dehors. C'est beaucoup d'années passées dehors. Ta vie ne donne pas. Je pense qu'il faudrait que tu rentres un peu au Cameroun. Je vais voir comment je vais t'aider et tout et tout. Et c'est d'où j'ai décidé de replier et pas de replier de moi-même. Je suis allé voir l'OIM. C'est puis ils m'ont donné un capital arrivé au Cameroun. Arrivé au Cameroun, parlant du cas du Cameroun, comme tu parles grand. Je suis arrivé au Cameroun, je me suis acheté une vieille moto d'abord. Une vieille moto qui avait déjà 5 ans d'âge. J'ai commencé à faire ma moto. Après, j'ai acheté la deuxième. Et puis, c'est comme ça, avec le soutien de quelques personnes, plus le peu que j'avais économisé, ils m'ont aidé à reprendre encore, à refaire un autre voyage. Et tout, c'est ça qui m'a mené où je suis actuellement. Bien. Oui, 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 pardon. Non, 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 merci Je beaucoup peux pour placer un mot? Je peux placer un Oui, mot, oui. il est jeune. Merci. En fait, le panel, il faut que nous puissions comprendre que nul est mieux chez soi. C'est OK? clair. Nul est mieux ce soi. Et c'est que nous, notre devoir étant qu'adultes, nous qui sommes plus âgés, ok, nous qui vont bientôt quitter pour laisser la place aux jeunes, nous devons mettre les choses en place pour que le jeune ait le travail chez nous.